Chapitre 4. Le lendemain matin, de très bonne heure, Marie, vêtue de son short blanc et de son pull bleu marine, les cheveux hâtivement noués en un vague chignon, armée d'un balai, d'un seau et d'une serpillière, s'engagea résolument dans le monumental escalier en pierre blanche menant aux chambres, occupées à présent par les officiers allemands. Fermement, elle toqua la première porte, donnant sur le grand couloir. Puis, sans même attendre de réponse, elle entra sans vergogne dans la pièce en chantonnant gaiement. Elle se dirigea droit vers la fenêtre, qu'elle ouvrit énergiquement et dont elle poussa les lourds volets en bois, laissant entrer les premiers rayons de soleil. « Allez, monsieur, il est temps de se lever !» fit-elle joyeusement, tout en commençant à balayer. L'officier, surpris, réveillé en sursaut, se redressa d'un bond, l'air tout ensommeillé. Apercevant Marie transformée en femme de ménage, il bougonna un « Oh non !» La jeune fille, reconnaissant alors le commandant Valdemar, blêmit sous son hâle doré. Non, pas encore lui. Mais il était trop tard pour reculer. Le mal était fait. Alors, d'un ton faussement enjoué, elle s'écria gaiement. « Bonjour, commandant, il fait un temps splendide. Je viens faire ménage. » L'officier la dévisagea quelques secondes, avant de se rallonger d'un son plus énervé, tout en disant « Parfait. Mais alors, sans bruit. » Puis, prenant un oreiller, il le mit sur sa tête et se rendormit aussi sec. Complètement ébahie, Marie le considéra sans un mot, à la fois soulagée de ne pas s'être attirée davantage de foudre et mécontente. Elle ne s'était pas levée à 5 heures du matin pour qu'il continue à roupiller sans plus de réaction. Hâtivement, elle passa un coup de balai de serpillière afin de justifier sa venue matinale. Ensuite, elle sortit en claquant la porte, ce qui la consola un peu. Avec humeur, elle frappa à la porte suivante et, comme pour la première chambre, elle entra, poussa les volets, chantonna, bref, fit tout pour réveiller l'homme qui dormait bien paisiblement. Comme le commandant, l'officier la regarda avec ahurissement tout en murmurant des mots dans une langue qui n'était pas de l'allemand et que Marie ne comprit cependant pas. « Bonjour, lieutenant Menker, c'est ça, Hans Menker. C'est le ménage, s'écria-t-elle joyeusement en montrant son balai et son seau, se mordant les lèvres pour ne pas éclater de rire. La tête que faisaient ces types en la voyant était trop drôle. Docilement, le lieutenant se leva, un peu gêné de se montrer en petite tenue, ne portait qu'un simple caleçon pour dormir, mais, après tout, elle devait bien se douter d'une telle chose en tirant les gens ainsi du sommeil, songea-t-il tout en repoussant draps et couvertures. Un bâillement lui échappa. Il aurait bien dormi encore un peu. Dehors, le soleil se levait tout juste. Il récupéra son uniforme et, sans un mot, se glissa dans la luxueuse salle de bain attenante à chaque chambre. Marie commença activement son balayage, se disant que, décidément, cela ne se passait pas vraiment comme elle l'avait imaginé. L'un n'avait aucune réaction et se rendormait comme un bienheureux, et l'autre faisait preuve d'une bonne volonté proche de l'abnégation. Prestement, elle acheva le ménage, fit le lit en un tour de main, justifiant sa présence, puis sortit de la chambre, espérant que le prochain aurait une réaction à la hauteur de ses prévisions. Enfin quoi, elle n'épirait pas du sommeil à 5h30 du matin pour leur faire le plaisir de contempler le lever du soleil sur la Loire, même si cela en valait le coup. Dans la chambre suivante, elle répéta le même scénario que pour les deux premières, et cette fois, ce fut au tour du capitaine Muller d'être brusquement réveillé. Ce dernier, reconnaissant la jeune fille, son visage très régulier s'éclaira d'un large sourire. Puis, il l'interpella en allemand, ne parlant pas, à son grand désespoir du moment, un seul mot de français. Il bondit hors du lit, tout en continuant à parler avec force sourire à la jeune Française qui ne comprenait rien. C'est pour le ménage, tenta-t-elle d'expliquer en montrant son balai, mais peine perdue. Le capitaine ne semblait pas du tout s'intéresser à ses explications et a dévoré littéralement du regard. Capitaine Muller, allez donc vous doucher, fit-elle dans un vain espoir pour se débarrasser de l'allemand qui semblait, lui, tout à fait ravi par sa présence matinale. Décidément, ses prédictions étaient totalement erronées. Ces types ne réagissaient pas comme des gens normaux tirés du lit aux aurores. Tout à coup, l'officier l'attrapa par un bras et l'attira contre lui. Elle se débattit, les idées complètement en déroute, ne sachant comment se sortir du guêpier où elle s'était fourrée. Terrorisée à la seule pensée que semblait avoir l'allemand à l'instant même. Elle n'était pas une fille de joie, comme semblait se l'imaginer cette espèce de soudard. Elle était même du genre très farouche.
Complètement paniquée par cette haleine d'homme, par ses mains qui la maintenaient avec poigne, elle se débattit comme une folle, cria, griffa, et en désespoir de cause, le mordit violemment au bras, serrant de toutes ses forces jusqu'à sentir le goût du sang dans sa bouche. L'officier la lâcha en hurlant. Profitant de ce répit, elle courut vers la porte, trébucha sur son balai, mais déjà l'autre était sur elle. Rendu furieux, il vociférait des choses qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle aimait mieux d'ailleurs ne pas savoir. Prestement, il lui saisit une cheville, la clouant au sol. De sa jambe libre, elle lui décochait de terribles coups de pied qu'il évitait avec souplesse, riant de sa peur panique, sachant très bien que la lutte était inégale et que la jeune fille, petite et menue, ne pouvait espérer s'échapper. Celle-ci, avec l'énergie du désespoir, lui balança son seau d'eau savonneuse, sa serpillière dégoûtante, qu'il esquiva en éclatant de rire. Il n'aimait rien tant qu'une jolie fille avec du caractère. À court d'arguments, Marie se mit à hurler comme un cochon qu'on égorge. Cédant totalement à la panique, non sans continuer à essayer de se dégager, mais sachant déjà qu'elle avait perdu le combat. L'autre essayait de lui saisir les mains, dont elle continuait à se servir pour le griffer profondément. Tout à coup, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande, et une voix rauque fit entendre une sorte de rugissement. « Qu'est-ce qui se passe ici, capitaine Muller ?» Aussitôt, l'officier la lâcha et se planta dans un garde-à-vous parfait, bien qu'un peu ridicule avec son court caleçon blanc. Hoquetante de larmes de peur, Marie se mit debout en tremblant et leva le visage vers l'homme dont l'arrivée providentielle l'avait tirée de ce mauvais pas. C'est sans étonnement qu'elle reconnut la haute silhouette du commandant Valdemar. Vêtu seulement de son pantalon d'uniforme noir à bandes blanches sur les côtés, torse nu, ses courts cheveux bruns en bataille, les sourcils froncés sévèrement au-dessus de ses yeux d'un vert profond, il semblait furieux. Sa poitrine, aux pectoraux puissants, ses larges épaules, sa peau mate et hâlée sous laquelle roulaient des muscles secs et impressionnants, lui donnaient à coup sûr beaucoup de crédibilité quant à ses possibilités de nuisance. Un soulagement intense submergea la frêle jeune fille, et, sans même s'en rendre compte, elle lui adressa un sourire éblouissant de reconnaissance sans borne. « Commandant Valdemar !» s'exclama-t-elle d'un ton ravi. « Cet homme est complètement fou !» ajouta-t-elle en se mettant péniblement debout, tout en rajustant son pull, ses cheveux emmêlés par la lutte. Le commandant lui décocha un regard d'un vert intense, où brillait une colère contenue. Pourtant, avec un demi-sourire ironique, il fit d'un ton un brin moqueur. « Petite Marie, je crois au contraire que cet homme est tout à fait normal. » « Mais, protesta faiblement Marie. Puis ce sont les risques auxquels s'exposent les femmes de ménage un peu trop matinales. » Marie rougit violemment, d'humiliation et de rage. « Maintenant, laissez-nous, ordonna Valdemar d'un ton coupant. Furieuse, pestant contre elle-même, contre le monde entier, Marie récupéra son seau et son balai et sortit en claquant violemment la porte derrière elle, déchargeant un peu de son énervement sur celle-ci. Une fois la jeune fille partie, le capitaine s'exclama en riant à l'adresse de son supérieur. « C'est une vraie panthère, cette fille! Je commence à comprendre pourquoi les Françaises ont une telle réputation. Elle a un tempérament de feu, cette gosse !» En deux enjambées, Valdemar fut sur lui envoyant une gifle sèche et si violente que l'officier valdingua et tomba plus de 2 mètres en arrière, accrochant un fauteuil qui l'entraîna dans sa chute. Sans comprendre, il envisagea son supérieur. Jamais celui-ci n'avait eu auparavant une telle attitude. « Hé, commandant !» Mais déjà Valdemar était sur lui, le dominant de toute sa taille, de toute sa stature. Les mâchoires crispées, les poings serrés. « Capitaine Muller, si jamais vous portez ne serait-ce qu'un regard, un seul petit regard sur cette fille, je vous jure que je m'occuperai tellement bien de vous, que l'on vous croira passer sous les chenilles de votre propre panzer. Garde à vous, Muller !» hurla-t-il de sa voix rauque. Le capitaine avait blêmi et bondit droit comme un piquet. « Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas, capitaine ?»« Oui, mon commandant. »« Bien. À présent, allez réveiller tous les autres. Je veux tout le monde dans la cour dans moins de 5 minutes, en tenue de sport. » 4 minutes et 52 secondes plus tard exactement, les 10 officiers descendaient en courant les marches en vieille pierre du perron, rejoignant leurs supérieurs qui les attendaient déjà, tournant le dos au château, suivant du regard un groupe de canards sauvages qui volaient dans le ciel matinal. Lentement, il leur fit face, en souriant gaiement. « Eh bien, messieurs, quelle belle journée! Rien ne vaut un peu d'exercice matinal, n'est-ce pas? Nous allons faire une petite promenade au pas de gymnastique, histoire de visiter les environs et de nous dégourdir les jambes, car je constate que certains ont de l'énergie à revendre. Qu'en pensez-vous, capitaine Muller ? Oui, mon commandant. Alors, allons-y, messieurs, en petite foulée jusqu'au contournement.
Pas encore très bien réveillés, les officiers suivirent à contre-cœur leurs supérieurs, se disant que leur séjour ne compensait pas franchement bien. Ils avaient espéré pouvoir se reposer après les éprouvantes campagnes de Grèce et de Yougoslavie. Mais apparemment, leur commandant ne partageait pas leur point de vue. Moins de 10 minutes plus tard, c'est le bataillon entier, hommes et officiers compris, qui déboula au pas de course sur la petite route goudronnée menant au village de Beaugency, à 6 kilomètres de là. Il était à peine 6 heures du matin lorsque les habitants furent tirés de leur sommeil par le claquement rythmé de 170 foulées résonnant sur le bitume, la clameur d'une même chanson de marche reprise par 170 voix en même temps. Chaque villageois passa la tête à la fenêtre, hébété par un tel vacarme. Ils virent avec ébahissement passer sous leurs fenêtres les soldats du 3e bataillon disciplinaire de Panzer, courant dans un ordre strict en colonne par 4. Les habitants du petit village, si paisibles d'ordinaire, prirent alors conscience de ce que signifiait réellement le mot occupation. Après Beaugency, les soldats obliquèrent afin de remonter par les bords de Loire au long d'un chemin de terre. Chaque homme fut soulagé en apercevant au loin les clochetons du château qui dépassaient de la cime des grands arbres.